Voilà, vous suivez avec nous cette conférence de presse d'Emmanuel Macron conjointement avec le Premier ministre polonais Donald Tusk. C'est un sommet placé sous l'ombre portée de la dissuasion nucléaire française, vous l'avez compris, avec ces quelques mots déjà d'Emmanuel Macron. Nous croyons à la préférence européenne dans le cadre de ce qu'il appelle un dérèglement mondial. Il faut avoir des amis pour bâtir ensemble. C'est précieux. Il parle dissuasion nucléaire, mais aussi défense sol-air, système d'alerte avancée spatiale. J'en parle avec mes invités, le colonel Goya, avec Guillaume Roquette, avec Claire Cambier, avec Rina Bassis. Merci beaucoup d'être à mes côtés. Je me tourne vers vous, colonel, pour commencer. Bien sûr, les enjeux de sécurité européenne n'ont jamais été aussi importants, avec les doutes quant à la présence américaine au sein de l'OTAN, les dissensions autour de l'Iran qui s'ajoutent à celles qui consistent à revoir le dossier russo-ukrainien. Oui, bien sûr, tout cela est vrai. C'est-à-dire, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre, une nouvelle ère stratégique qui s'ouvre effectivement sur le continent européen. Et toute la question est de savoir quelle place nous voulons occuper dans cette nouvelle ère, nous Français. Est-ce que nous voulons véritablement nous porter en Europe orientale, au secours de l'Europe orientale et notamment à l'aide de cette Europe et notamment de la Pologne. Je rappelle que l'alliance avec la Pologne, la France et la Pologne, c'est peut-être la plus vieille alliance militaire de notre histoire. Donc, est-ce que c'est on fait une sorte de retour aux sources et on place notre centre de gravité militaire dans cette région, ou est-ce qu'on reste dans notre vocation un petit peu mondiale, ou avec peut-être des ambitions peut-être un peu démesurées? C'est une vraie question. En tout cas, c'est la question qui habite actuellement tous les milieux stratégiques, y compris dans le domaine, on l'a un peu évoqué aussi, du nucléaire. Notre dissuasion nucléaire, notre force de frappe nucléaire, est-ce qu'elle ne sert qu'à défendre les intérêts vitaux de la France ? Ou est-ce qu'on peut commencer effectivement, toujours dans ce cadre européen, à imaginer un glissement centre de gravité, là aussi, vers l'Est. Oui. Mais il y a plein de questions. On rentre vraiment dans une nouvelle période. Nouvelle ère. Il parle de nouvelle ère en parlant de la Hongrie, mais c'est une expression qui s'applique à l'ensemble de la situation. Oui. Menace russe, défiance vis-à-vis des États-Unis. C'est une toute nouvelle époque qui commence pour l'Europe. Nouvelle époque face aux doutes au sein de l'OTAN, de la place des États-Unis, renforcée encore ces derniers jours, on l'a vu avec la guerre en Iran. Oui, c'est l'avenir ou peut-être la survie même de la zone qui se joue. Oui, mais on sent bien que on est à un moment charnière. Et que y a encore une réflexion à la fois du côté européen et du côté français sur l'ampleur de la rupture. La coopération renforcée entre les pays européens, elle est acquise. Le président de la République parlait à l'instant du traité de Nancy qui a été signé en mai dernier entre la France et la Pologne, qui prévoit une coopération industrielle, qui prévoit aussi une assistance mutuelle avec, si la Pologne se trouvait agressée, le déploiement de troupes françaises sur place. Et puis, il y a l'éléphant dans le couloir. C'est évidemment, comme en parlait Michel Goya, le nucléaire. Dans le discours de Lilong, il y a quelques semaines, le président de la République a évoqué ce qu'il appelle la dissuasion avancée. C'est-à-dire l'idée que l'arme nucléaire, elle puisse aussi servir à protéger les autres pays d'Europe. Mais pourquoi est-ce que ceux-ci sont aussi... Pourquoi il y a tellement de prudence ? C'est parce que c'est un aller simple, cette histoire. C'est-à-dire que ça veut dire que on prend acte que les États-Unis ne protégeront plus l'Europe. Alors, nous, on n'en a pas besoin puisqu'on est doté de l'arme nucléaire grâce au général de Gaulle, mais les autres pays européens, ils ont le parapluie nucléaire américain. Donc de dire, ok, on refait la déco de l'appartement, ça veut dire qu'on change complètement. Mais on remet pas en question notre souveraineté. Faut le dire et le marteler. Oui, parce que effectivement, dans le même discours de Lilong, Emmanuel Macron a bien dit que l'usage de la dissuasion nucléaire restait un instrument de souveraineté absolue. La question, c'est plutôt de savoir dans quelles conditions on l'emploierait. Traditionnellement, on parle des intérêts vitaux de la France de façon un peu abstraite. Et là, Emmanuel Macron a évoqué, pour des pays qui le souhaiteraient en Europe, l'idée qu'ils puissent eux aussi profiter de cette dissuasion nucléaire française. Il avait proposé d'associer 8 pays européens, mais pas tous de la même manière, sous différents formats, donc, dont la Pologne, vous l'avez compris. On sent effectivement qu'il y a énormément de prudence, puisque là, quand une journaliste lui pose clairement la question « Est-ce qu'il y aura des avions français dotés de l'arme atomique en Pologne ?», il répond pas du tout à la question. Il dit que cela sera réglé dans les prochains mois, qu'il y aura encore des discussions. Donc on sent effectivement énormément de prudence sur ce sujet. Là, ce qui ressort, c'est surtout un partenariat stratégique, partenariat dans le milieu
milieu de la défense, et c'est extrêmement important, notamment pour la Pologne, qui a beaucoup augmenté ses dépenses militaires, à 4,8% du PIB, c'est les plus grosses dépenses au sein de l'Union européenne. Mais à qui elle achète ? Elle achète principalement aujourd'hui aux États-Unis, très liée avec les Américains, achat de F-35, de Patriot. Et donc du coup, l'idée, là aussi avec cette visite, c'est de changer un petit peu la donne et d'avoir une préférence pour la défense européenne. Mais c'est quoi l'agenda ? Tout ça doit se faire avant quel terme ? Est-ce qu'on a des deadlines, comme on dit en mauvais français, bien évidemment ? Parce qu'on sent bien qu'il y a un caractère d'urgence, mais on sent toute la complexité de la situation, les réserves, voire les plans qu'on ne peut pas encore mettre sur la table. Alors c'est quoi ? Comment on écrit la suite ? Oui, on est dans une période de clair-obscur. On n'est pas le changement d'époque, ça se fait pas brutalement comme ça. Ça se déroule sur plusieurs années. On est dans une période, on est en divorce avec les États-Unis, mais un début de divorce, on va dire comme ça. Donc ça, voilà, ça se passe séparation de corps. Bien, séparation, voilà, plus ou moins à l'amiable. Certains, à un moment non, finalement non, on peut pas. Et puis à d'autres moments, oui, maintenant ça suffit. Donc il y a cet aspect qu'il faut gérer, et puis il y a cet aspect, encore une fois, menace russe. C'est ça l'élément structurant finalement de la défense européenne, de la même façon qu'il y avait une menace soviétique qui a structuré aussi énormément l'Europe occidentale pendant une époque. Et donc cette menace russe, oui, on est dans les horizons de quelques années. Donc en gros, voilà, on est sur une période de 2-3 ans. Dans 2-3 ans, probablement, le paysage aura radicalement changé en Europe. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que Claire a dit tout à l'heure. Et ça sera très compliqué avec les Américains parce que d'un côté, bien sûr, il y a la volonté du président français de construire quelque chose tout à fait européen et sans que les États-Unis interviennent. Mais les Polonais, ça sera compliqué pour eux de prendre ce genre de décision sans que Washington accepte ça, qu'il y a une sorte de changement dans la posture polonaise et dans ses relations sécuritaires, si vous voulez, avec les autres pays européens. Et je pense que c'était justement pas par hasard. On a vu cette rencontre à l'Élysée il y a quelques jours avec les Britanniques, l'Allemand et l'Italien sur le détroit d'Ormuz. En fait, Macron essaie de ramener aussi les Britanniques dedans, justement pour construire cette plateforme très grande qui dépasse même l'Union européenne, qui est vraiment européenne en large, peut-être pour faciliter justement cette confrontation qui va arriver à un certain moment. Il y aura une confrontation avec les Américains sur le sujet. Il y aura confrontation avec les Américains ? C'est ce qu'on est en train de préparer ? Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis assez d'accord avec ça. On parle depuis de nombreux mois, si ce n'est d'années aujourd'hui, avec notamment le conflit en Ukraine, d'indépendance dans la défense de l'Union européenne, de l'Europe plus largement. Mais effectivement, ça demande du temps, de l'investissement et qu'il y a un accord entre les différents pays européens. Pour l'instant, c'est là où le bas blesse. Guillaume, même question. Cette conférence de presse est l'objet d'une préparation quant à une confrontation avec les États-Unis d'Amérique ? Je crois d'abord, parce que même quand on fait de la stratégie, on fait toujours de la politique, qu'il y a une dimension symbolique d'Emmanuel Macron qui dit je suis là, j'existe toujours, alors qu'on est un petit peu passé dans le rang des spectateurs de l'actualité internationale. Mais ça n'empêche pas d'avoir une vraie stratégie. Je pense que les Européens aujourd'hui sont pas prêts collectivement à basculer. Pourquoi ? Parce que la Pologne c'est le bon élève, parce que la Pologne effectivement c'est le pays qui dépense le plus pour sa défense. Donc, dans la tête des Polonais, il est concevable qu'il faille se passer des Américains. Mais tous les autres pays sont absolument pas prêts à faire cet effort financier et dire bon, ok, on va développer un partenariat militaire plus avancé avec la France. Ça veut dire qu'ils y participeraient financièrement, parce que, comme vous le savez, notre pays est pas au mieux de sa forme en matière financière. Et donc, ça, pour le coup, même il y a cette dimension économique qui fait qu'à mon avis, on est plus en train de tâtonner, et c'est normal parce que c'est un virage stratégique comme on n'en a pas connu depuis la fin de la guerre froide. On est plus en train de tâtonner qu'en train de décider d'orientation précise. Colonel ? Oui, je pense que certains pays sont obligés peut-être de faire le deuil de l'alliance américaine, malgré eux, et en même temps, ou du leadership américain, on va le dire comme ça, et en même temps, les mêmes n'ont pas forcément envie de voir ce leadership remplacé par un leadership français. Pourquoi ?
Parce que justement, on est avoir un leadership d'un extra-européen, ça met tout le monde d'accord dans les puissances européennes, dans les États européens. C'est pas nous. C'est une question économique aussi. J'en avais discuté avec l'ambassadeur d'Estonie qui me disait sur cette indépendance européenne, il faut aussi que nous, on s'y retrouve, les petits pays, et donc du coup avoir dans ce cas-là des usines pourquoi pas conjointes, mais qu'il y ait des retours sur investissement aussi pour les autres pays européens, et que finalement tout l'argent, tous les emplois ne reviennent pas à la France uniquement. Oui, je crois que pour le président Macron, ça sera assez facile, entre guillemets, de convaincre les Français, parce qu'il y a des sentiments assez anti-américains, et surtout anti-Trump, très répandus en France. C'est incontestable, surtout depuis le début de la guerre en Iran. Mais c'est pas exactement le cas. On n'est pas exactement au même niveau dans tous les pays européens, et sûrement pas en Pologne. Et donc là, le président français, s'il veut convaincre le Polonais justement d'embarquer sur cette aventure militaire, si vous voulez, il faudra convaincre non seulement, bien sûr, sur le plan économique, mais aussi plus largement au niveau des citoyens européens. Mais est-ce que tout ça va bien avoir lieu un jour ? À vous écouter, il y a quand même tellement d'obstacles encore et tellement de difficultés. Mais d'abord, c'est une politique des petits pas. Et par exemple, la Pologne et la France ont décidé de renforcer leur coopération industrielle. On va construire des obus, je crois, j'en suis même sûr, des obus de 155 mm, qui sont un format autant, en Pologne, avec un investissement français. Mais il faut mieux des petits pas qu'une espèce de remise à zéro complète. Pourquoi ? Parce qu'une remise à zéro, comme le disait Michel Goya, ça veut dire qu'il va falloir trouver un nouveau patron. Et ça, vous savez, c'est comme dans une entreprise. Quand le directeur, il a toujours été là, on reconnaît sa légitimité. Le directeur part à la retraite, on dit, tiens, on va réunir les 5-6 personnes du service, on va dire, qui sera le prochain directeur ? Et là, évidemment, tout le monde s'y voit. Et il y a des jalousies. Et les Allemands disent, mais pourquoi ce seraient les Français, alors que c'est nous qui faisons le plus d'efforts ? Ils viennent de mettre 100 milliards d'euros d'un seul coup, les Allemands. Les Français disent, évidemment, c'est nous, on a l'arme nucléaire. Et vous pouvez comme ça, alors ça se joue surtout entre la France et l'Allemagne. Mais l'impérium américain, il est peut-être effectivement d'autant mieux apprécié qu'il était lointain et qu'il n'était pas contesté, parce que les Américains, c'est le shérif et de la ville, c'est eux qui dépensent le plus, donc ça apparaissait naturel. Donc je pense qu'il est normal que culturellement ça prenne du temps. Regardez ce qui se passe sur les programmes de coopération. Pardonnez-moi Guillaume, une question est posée sur la situation en Iran au président français. Qui a repris depuis quelques heures maintenant dans le détroit d'Ormuz au Moyen-Orient. Alors d'abord au Moyen-Orient, on a appris samedi le décès du sergent-chef de la FINUL Florian Montorio, tué dans le sud Liban, a priori comme vous l'avez exprimé, visé par le Hezbollah. Concrètement, de quelle manière la France va-t-elle répondre, et est-ce que c'est la France qui a été délibérément visée lors de cette attaque ? Ces dernières heures également, dans le détroit d'Ormuz, un navire français qui a été visé, qui a fait l'objet de tirs, je cite, de semonces. Qu'est-ce qu'on sait précisément, et est-ce que la France, désormais, doit intervenir dans ce détroit d'Ormuz ? Je termine en quelques mots par une question d'actualité. L'Agence nationale des titres de sécurité, puisqu'on parle de sécurité des titres sécurisés, qui a été visée par une attaque informatique, des données potentiellement divulguées. Que sait-on et doit-on être inquiet ? Merci beaucoup. Sur la troisième question, je ne répondrai pas ici et je laisserai les autorités compétentes vous apporter tous les détails. Laissez-moi d'abord m'incliner avec respect et affection devant la mémoire de l'adjudant Florian Montorio, sa famille et ses frères d'armes. Vous l'avez rappelé, il est mort samedi au Liban, alors qu'il opérait dans le cadre de la FINUL, et donc la mission dans laquelle nous sommes présents en soutien des forces armées libanaises et des populations civiles libanaises. Je veux ici dire de manière très simple qu'il a été visé avec ses frères d'armes dans le cadre d'une mission qui correspond au mandat donné à la FINUL par la résolution des Nations Unies, que c'est le Hezbollah qui en effet a visé nos soldats. Ils ne les ont pas visés parce qu'ils étaient français, ils les ont visés parce qu'ils tenaient la mission. Être aux côtés des populations civiles, aller déterrer une mine, en tout cas un instrument qui aurait très clairement
conduit à des pertes civiles. Et ils ont été pris à partie et visés par le Hezbollah. Les autorités libanaises ont condamné cette attaque du Hezbollah et vont procéder aux diligences requises pour pouvoir arrêter les coupables et qu'ils soient sanctionnés. La mission de la France dans le cadre de la FINUL se poursuit. Et ce que nous tenons, c'est que la justice soit faite. C'est aussi que le cessez-le-feu soit tenu et qu'une paix durable soit construite qui permette de rétablir la souveraineté territoriale libanaise, mais qui conduise aussi le Liban à prendre toutes ses responsabilités pour lutter efficacement contre le Hezbollah et mettre en vigueur ce qu'il s'est engagé à faire, c'est-à-dire le monopole de la détention des armes et de toutes les armes. C'est ainsi que nous devons avancer. Sur ce qui s'est passé ces dernières heures dans le détroit d'Ormuz, la France n'a pas été prise à partie ou visée spécifiquement. Suite à des échanges qui se sont tenus entre les autorités iraniennes et les compagnies, et entre les services iraniens et des différents pays concernés, parce qu'il y avait aussi Malte, l'Inde et plusieurs autres pays. Plusieurs tankers et porte-containers ont engagé une sortie du détroit d'Ormuz, comme d'ailleurs cela avait été fait ces dernières semaines. Il est vraisemblable que, suite à la décision américaine de maintenir un blocus ciblé sur Ormuz, en particulier pour tout ce qui touchait l'Iran, les autorités iraniennes ont changé leur position initiale. Je pense que c'est une erreur des deux côtés. Ils ont ensuite procédé à des alertes et des tirs de sommation qui ont conduit les équipages à revenir en arrière. Et ils ont eu raison. Et il n'y a pas eu de dommages et de blessés du côté français. Tout ça ne doit pas nous conduire à l'escalade. Tout ça doit nous conduire plutôt à consolider ce qui avait été obtenu vendredi. La réouverture inconditionnelle, sans sélection, sans péage du détroit d'Ormuz. C'est ce que nous défendons, ce que nous plaidons. Et derrière celle-ci, nous avons mis ensuite en place une mission ad hoc avec 49 gouvernements qui étaient présents autour de nous vendredi, l'Organisation maritime internationale et l'Union européenne qui s'est mobilisée pour bâtir une solution diplomatique, militaire, défensive et technique et financière pour permettre à la reprise durable du commerce international par Ormuz. C'est l'initiative que nous avons prise avec nos partenaires britanniques et qui a permis cette avancée. Et donc il faut continuer de calmer les esprits, d'avancer vers la réouverture de cette voie qui est importante pour le commerce international, la sécurité énergétique internationale, et aussi parce que ce sont les conséquences directes pour la vie de nos compatriotes, en Pologne, en France, à travers l'Europe et même au-delà, à travers le monde. Voilà, donc nous restons sur cette ligne qui consiste à dire les choses se règlent par la voie diplomatique, tout le monde doit revenir au calme, on doit revenir aux décisions qui avaient été actées vendredi, on doit maintenir le cessez-le-feu dans le Liban le plus longtemps possible et construire une solution de paix durable par la négociation sur le nucléaire, le balistique, Ormuz et le reste. Pytanie nie było do mnie skierowane, ale kilka uwag. Voilà, ces mots du président français. On retiendra pour commencer le respect et l'affection aux soldats tués, le sergent-chef Montorio tué samedi dans le sud du Liban. Et par ailleurs, Emmanuel Macron l'assure, vous le savez, un navire CMA-CGM a été l'objet de tirs de sommation dans le détroit d'Ormuz. Non, la France n'était pas visée. Tient à rectifier ou en tout cas à remettre sur la table le président français et il appelle au retour au calme. Les choses doivent se régler par la voie diplomatique selon le président français. Vous l'avez compris, le détroit d'Ormuz est au cœur, encore une fois, de toutes les inquiétudes et de toutes les considérations. C'est l'objet de notre grand dossier. États-Unis, Iran, la guerre navale est-elle déclarée? On en parle encore une fois avec le colonel Goya, toujours avec Guillaume Roquette, avec vous Claire Cambier, également avec Rina Bassiste et Georges Balm-Bruno va nous rejoindre dans un tout petit instant. La situation, oui, s'est envenimée. Dans le détroit d'Ormuz, les États-Unis ont pris le contrôle d'un navire iranien. Regardez ces images. Puisque les Américains ont largement communiqué sur le sujet, le commandement américain, bien sûr, c'est aussi une guerre d'image et psychologique. Est-ce la reprise de la guerre, en quelque sorte? Ou à tout le moins, une guerre navale qui est déclarée? Écoutez cet enregistrement qui a été également diffusé. Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire.
De cette opération spectaculaire et certainement lourde de conséquences avec vous, colonel Goya, je vous en prie. Merci beaucoup de me rejoindre devant l'écran. L'opération, elle s'est déroulée en deux temps. D'abord des avertissements durant 6 heures, oui. Puis des tirs. Oui, c'est-à-dire que effectivement la séquence a été longue et les Américains ont suivi pratiquement toute la procédure et c'est allé très loin. C'est-à-dire que le navire qui venait de l'océan Indien, il ne vient pas du détroit d'Ormuz, il faut le rappeler. C'est un porte-conteneur tout à fait civil. Il a été repéré, averti par l'USS Spence, un destroyer. Il a refusé de s'arrêter. Donc le destroyer a probablement fait d'ailleurs des sommations et peut-être un tir de semonce dans l'eau. Le navire a continué son déplacement et donc à partir de ce moment-là, deuxième sommation en disant voilà, cette fois maintenant on va vous bloquer, on va tirer dans la salle des machines, évacuer, ce qui a été le cas. Donc les Américains ont tiré sur un navire iranien et puis une fois que le navire a été immobilisé, ils ont envoyé un groupe de Marines qui a été héliporté sur le bâtiment pour en prendre le contrôle. Donc c'est quand même allé assez loin. De la part d'un navire civil, donc qui n'a pas fait ça de sa propre initiative. Très, très clairement, le capitaine du navire, il a reçu des ordres et il craignait certainement plus les représailles de Téhéran que celles des Américains. Donc, il est allé jusqu'au bout du test de la fermeté américaine. Et ce qui a permis aux Iraniens de présenter ça comme une agression délibérée dans un acte qui est considéré là aussi comme totalement illégal. Alors les Iraniens promettent de riposter, on va en reparler ensemble, colonel Goya, bien évidemment. Acte d'agression, disent les Iraniens, mais est-ce que, Guillaume Roquette, on veut parler surtout d'humiliation pour les Iraniens ? Est-ce un énorme coup porté effectivement par les Américains au régime de Téhéran ? Oui, effectivement, c'est un vrai coup porté, parce que Emmanuel Macron le rappelait à l'instant dans sa conférence de presse, les Iraniens ont arrêté eux aussi des bateaux qui circulaient dans le détroit d'Ormuz, mais ils ont tiré devant, mais ils leur ont pas tiré dessus. Alors que là, les Américains ont non seulement tiré sur la salle des machines, plus d'après ce qu'on sait, avec des obus de 120 mm. 127 mm. 120, c'est quand même du costaud, ça fait ça de diamètre, ça fait quand même un gros trou. Et après, ils ont envoyé les Marines pour en prendre position. Donc, pour en prendre le contrôle. Donc oui, c'est une démonstration de force. C'est un message envoyé par les Américains avant un hypothétique nouveau round de négociations au Pakistan en disant « nous ne lâcherons pas ». Alors justement, l'analyse du message, on va le faire depuis la Maison-Blanche également avec vous, Mathieu Kerman. Vous êtes en direct de la salle de Brest de la Maison-Blanche avec Julie Janus. Merci beaucoup d'être avec nous. Il y a cette opération, bien sûr, on vient de la décrire à nouveau grâce au colonel Goya. Il y a toute la communication autour. Washington veut que ça fasse le tour du monde. Quel est le message depuis la Maison-Blanche, selon vous, envoyé effectivement par Donald Trump à l'Iran ? Eh bien, c'est très clairement un avertissement, Amélie, envoyé par Donald Trump, son administration au régime iranien, parce qu'on le voit dans la communication de Donald Trump, on voit comment tout cela a évolué au fil des jours, et notamment les dernières 48 heures, parce que samedi, Donald Trump, lorsqu'il postait ses messages sur les réseaux sociaux et quand il s'est exprimé ici depuis le bureau ovale, disait, il ne faut pas que les Iraniens nous fassent du chantage, mais ne vous inquiétez pas, tout se passe bien, les discussions sont en cours, nous avançons vers un accord. Et puis dimanche, Donald Trump a subitement changé de ton, il menace de nouveau de bombarder le régime iranien, et puis il y a cette annonce effectivement dont vous parliez il y a quelques instants de la marine américaine qui est donc intervenue du côté du détroit d'Ormuz pour arraisonner ce navire, le Tuska. Donald Trump qui montre que la marine américaine intervient et obéit à ses ordres. Vous le voyez donc, Donald Trump veut lancer un avertissement au régime iranien et dire venez négocier car sinon attention, nous allons à nouveau vous frapper. C'est ce qu'il a fait encore il y a quelques minutes de cela. Il s'est entretenu avec une journaliste américaine et à la question que se passera-t-il si le cessez-le-feu expire dans les prochains jours, Donald Trump est très clair, il répond alors beaucoup de bombes commenceront à exploser. Et puis à tout cela on ajoute les messages un peu énigmatiques que Donald Trump poste sur ses réseaux sociaux ou encore la Maison-Blanche. Il y a 1 heure de cela maintenant, le compte X de la Maison-Blanche a posté une photo de Donald Trump qui semble être très déterminé
terminé avec cette écriture « Mode verrouillé activé, c'est lundi, pas d'excuses, juste des victoires ». Alors ici, à la Maison-Blanche, les journalistes qui sont présents ici disent que c'est très certainement un nouveau message envoyé au régime iranien, que les Américains vont bel et bien gagner cette guerre. Merci infiniment Mathieu Karman avec Julie Janus depuis la Maison-Blanche. On se retrouve un peu plus tard. Merci à tous les deux. Une vidéo vient tout juste de nous parvenir du commandement américain et à nouveau, il s'agit de montrer, d'envoyer un message fort quant au blocus des États-Unis dans le détroit. Regardez. United States Warship 115. You are entering the area of a military blockade. This blockade of Iranian ports will be enforced and applies to all vessels regardless of flag. Any vessel that further intends to enter or exit an Iranian port will be subject to the right of visit and search in accordance with international law. If you attempt to run the blockade, we will compel compliance with force. Over. Alors nous accueillons sur ce plateau Georges Malbruno. Je vous en prie, soyez le bienvenu dans cette émission. Vous êtes grand reporter au Figaro, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient. Cette vidéo, elle vient tout juste de nous parvenir. À nouveau ce message américain du blocus dans le détroit d'Ormuz. D'une manière générale, Georges Malbruno, faut-il se dire que c'est la fin de la trêve? Violation du cessez-le-feu, a dit rapidement l'Iran. Et faut-il se dire, attention, la riposte va être assez rapide, peut-être même importante? Non, je crois que ça fait partie de la pression militaire exercée par les États-Unis avant justement une série de négociations qui vont avoir lieu demain au Pakistan, puisque on a appris que J.D. Vance, Steve Witkoff et Jared Kushner vont aller à Islamabad. Les Iraniens, après ce qui s'est passé avec ce tir sur leur porte-containers, ont haussé le ton, mais ils viennent de dire qu'ils iraient aussi au Pakistan. Donc voilà, on est dans cette dialectique-là. Ça a été dit tout à l'heure. Il y a eu l'annonce samedi par l'Iran de la levée du blocus sur le détroit d'Ormuz. L'Iran s'attendait à ce que les États-Unis lèvent leur blocus sur les ports iraniens. Ça n'a pas été le cas. Et donc il y a eu une série de tweets aussi. Vous vous souvenez de Donald Trump qui a dit on va retirer tout l'uranium aux États-Unis. Là, ça a crispé considérablement les Iraniens. Et donc voilà, on en est là. Mais je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une optique de reprise de la guerre à très court terme, on est dans une optique de reprise des négociations à Islamabad. Et je pense que les Iraniens, ce matin, j'avais un diplomate iranien à Téhéran au téléphone qui me disait qu'ils attendaient des garanties justement de la part du Pakistan, eh bien que les États-Unis pourraient probablement lever le blocus sur les ports, et de leur côté, les États-Unis réclament des garanties aux Iraniens qu'en contrepartie, il y aurait un déblocage, un retour à la situation de vendredi. Donc voilà, donc on est dans cette optique-là pour des négociations qui s'avèrent effectivement extrêmement importantes, cruciales, mais je crois pas qu'on soit à la veille, c'est-à-dire 24 heures avant une guerre navale dans le détroit d'Ormuz. Alors il y a eu bien sûr la communication côté iranien, ils n'allaient pas rester sans réponse, donc ils ont menacé. Ils ont menacé et regardez. Le porte-parole du quartier général central de Qatam, Alan Biya, a déclaré « Suite à l'agression manifeste des commandos terroristes américains contre un navire marchand iranien dans les eaux de la mer d'Oman, les forces armées de la République islamique d'Iran se tiennent prêtes à un affrontement décisif avec les forces d'invasion américaines. Les forces armées, compte tenu des conditions actuelles et après avoir assuré la sécurité des familles et des membres d'équipage du navire pris pour cible par les États-Unis, prendront les mesures nécessaires contre l'armée terroriste américaine. » Renazia Bassis, vous êtes d'accord? On ne peut pas dire que ce ne sont que des mots, puisqu'il y a des coups de pression importants à quelques heures d'une échéance de discussion. Mais ça en reste là? Non, on n'est pas au début d'une guerre navale avec une réponse attendue dans les toutes prochaines heures. Mais je suis assez d'accord avec Georges Malbruno que pour l'instant, quand même, on a l'impression que les deux côtés privilégient les négociations. Avoir dit ça, le comportement iranien est quand même un peu erratique, si vous voulez, parce que au début, on a vu que les blocus iraniens, les Américains attendaient, ils n'ont pas répliqué immédiatement. Mais au moment où les Américains ils ont décidé sur ces contre-blocus, les Iraniens auraient dû comprendre que désormais, chaque action aura une réaction, que ça sera réciproque en permanence. Peut-être ils ont pensé au fait qu'ils bloquent aussi des bateaux qui ne sont pas américains, qu'ils s'en prennent à des bateaux non américains. Peut-être ça ne va pas générer une réaction américaine. Peut-être il y avait ce genre de pensée, mais évidemment, ce n'était pas du tout la réflexion américaine. Pour les Américains, au moment où les Iraniens s'en prennent à des bateaux bloqués,
ils vont faire exactement la même chose, plus ou moins, avec, certes, peut-être un petit peu plus agressif, avec un obus un peu plus large, mais bon, chacun essaie de démontrer qu'il est le plus fort. Mais pour l'instant, on n'est pas encore dans l'éclatement total. Et on va voir si vraiment les Iraniens arrivent demain à Islamabad. Dans ce cas, c'est parti pour une nouvelle ronde de négociations. Colonel, vous êtes d'accord pour dire qu'en l'état, sur le terrain, en mer, en termes de guerre, on va en rester là pour le moment? Quelques heures de sursis encore devant nous? Oui, probablement en fait. Mais encore une fois, ce navire savait ce qu'il faisait. Hein. Il savait très bien qu'ils allaient un navire iranien, c'est-à-dire oui. Pas un navire masqué. C'était pas, écoutez, c'était clair. Donc on savait très bien qu'il allait se faire arraisonner. Donc c'était quelque chose de délibéré. Probablement. Alors c'est peut-être pour tester la volonté américaine, mais c'est aussi peut-être pour simplement pour se poser en victime, dire les Américains. Alors c'est pas très bien ce qu'il y avait comme cargaison, mais si ça se trouve, l'habileté suprême, ce serait de dire, ben voilà, cargaison, il y a de l'alimentation, il y a des médicaments. Regardez, les Américains ont attaqué un navire qui était rentrait de Chine. Oui. De Chine, donc, probablement avec des produits, puisque l'Iran exporte son pétrole et qu'en contrepartie, la Chine les approvisionne en produits, en équipements, etc. Mais ce qui était important, c'est qu'il y avait un drapeau iranien sur le bateau. Donc, comme ça a été dit avant, c'est une petite humiliation. Alors, vous avez entendu le porte-parole des gardiens qui a dit on va riposter, etc. On m'a dit aussi ce matin, on s'en prendra, etc. Je pense que l'urgence côté iranien, c'est d'obtenir des garanties, justement, que pour les négociations de demain, eh bien, il pourrait y avoir une levée du blocus américain sur les ports. On est plus dans une stratégie de négociation au jour d'aujourd'hui, et demain encore, que dans une reprise, parce qu'il faut rappeler quand même que les 15 jours de cessez-le-feu expirent après-demain. Donc alors, on est dans cette limite-là. Mais quant à la théorie du colonel Goya de dire attention, il y a peut-être aussi une volonté de victimisation de la part des Iraniens, parce que le navire savait très bien où il était, ce qu'il faisait, et il a continué. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Non, mais c'est-à-dire, s'il y a une volonté de part et d'autre, d'ailleurs, de recommencer la guerre, c'était très facile. Il suffisait d'attaquer. Donc, on sent, oui, que des deux côtés, il y a quand même au moins la volonté, au moins de prolonger le cessez-le-feu et de commencer à négocier. Donc là, il y aura peut-être une réaction un peu d'honneur, ou un peu de gesticulation, peut-être pour la forme. Mais l'essentiel n'est pas là pour les Iraniens. Allez-y, Guillaume. Oui, je voulais simplement préciser que Michel Goya faisait allusion à une forme de victimisation. Les Américains avaient un peu anticipé ça. Alors, je ne sais pas s'ils respectent cette règle ou non, mais ils ont dit quand ils ont annoncé le blocus du détroit dans sa partie est, dans la mer d'Oman, que les convois humanitaires d'alimentation et de médicaments, ils les laisseraient passer. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont fait ou non, mais en tout cas, c'est ce qu'ils avaient promis. J'ai une question à vous soumettre, puisqu'on est à quelques heures maintenant de discussion vraisemblablement. Qui a la main ? Si on prend juste la situation dans le détroit d'Ormuz, après tout ce qu'on vient de se dire, je voudrais qu'on regarde une carte si c'est possible ensemble, puisque vous le savez, le détroit il était annoncé fermé, ouvert, fermé, puis finalement il y a eu ces dernières heures avec cette attaque sur un cargo, sur un navire iranien. En l'état actuel des choses, alors qu'ils vont se retrouver autour d'une table, qui a la main dans le rapport de force ? Alors, je crois qu'il y a eu les Iraniens veulent des garanties de non-agression américaine. Ça, c'est leur objectif numéro 1, qui est plus de nouvelles guerres. Deuxièmement, ils veulent de l'argent et une levée de sanctions. Parce qu'ils savent très bien que s'il n'y a pas d'argent qui revient et de levée de sanctions, le régime, dans 3 mois, 6 mois, sera confronté à des manifestations qui le placeront de nouveau dans une position d'extrême vulnérabilité. Alors, toute la question, c'est de savoir, est-ce que Donald Trump, je pense que pour les Iraniens, le nucléaire et le détroit d'Ormuz sont des leviers. Ce n'est pas une fin en soi. Sur le nucléaire, il y a des négociations, il y a une disposition iranienne à négocier sur les 450 kilos d'uranium enrichi à plus de 60%. Il y a une ligne rouge, c'est l'enrichissement. Vous savez qu'il y a eu ces négociations sur le gel, 5 ans, 15 ans, etc. Et de la même manière, sur le détroit d'Ormuz, c'est un levier. Vous avez vu que Abbas Araghchi, vendredi dernier, le ministre des Affaires étrangères, a déclaré solennellement le détroit ouvert, peut-être un peu tôt aux yeux des gardiens de la Révolution, mais ce qui compte pour les Iraniens, c'est d'abord et avant tout une garantie de non-agression future à la fois par Israël et par les États-Unis et une levée des sanctions qui leur permettrait de survivre. Est-ce que Donald Trump est prêt à envisager cela ?
on le verra. Je pense que les négociations sont déjà bien avancées sur le nucléaire, des solutions existent. Le balistique, on n'en parle plus. Non, Vous savez, on n'en parle plus parce que l'Iran, à juste titre, considère que les missiles ont sauvé la peau du régime iranien, donc ils vont pas les abandonner, d'autant moins que s'ils abandonnent, ils renoncent au nucléaire. Les proxys, les relais, vous avez vu que l'Iran aussi, c'est une des conditions. On dit, nous, la guerre au Liban, c'est une condition, le cessez-le-feu doit s'appliquer. Voilà. Est-ce que Donald Trump, vous avez vu qu'il a demandé quand même à Benjamin Netanyahou d'arrêter le feu au Liban, est-ce que Donald Trump va être prêt à engranger des bénéfices, le déblocage du détroit d'Ormuz? Est-ce qu'il est prêt à débloquer, à lever les sanctions à la fois primaires qui dépendent de son fait, secondaires qui dépendent du Congrès? C'est tout ça dont on va parler à Islamabad. Donc évidemment que je ne sais pas si ça va déboucher, mais ce qui me semble important, c'est qu'on avait tendance à dire ces derniers temps que le temps jouait un peu en faveur des Iraniens. Je crois que maintenant, le temps ne joue ni en faveur des Américains, ni en faveur des Iraniens. Alors, on va continuer de sous-peser tout ça ensemble, bien évidemment, mais vous l'avez compris, l'équilibre, il est extrêmement instable et fragile, et à tout moment, comme on voit à quel point les choses se sont emballées encore la nuit dernière, tout pourrait potentiellement basculer. Au point que, selon le média Axios, les Iraniens soupçonneraient que les propos de Donald Trump sur un accord potentiel, servent de couverture à une attaque surprise des Américains. Et selon le média très pro-régime Tasnim News, il faut le préciser quand même, la surveillance des mouvements américains ces tout derniers jours révèle des changements notables. Alors dans les faits, que se passe-t-il ? Et où tout cela peut-il nous mener? On voit ça ensemble. Les 3 indices d'une reprise de la guerre pour ceux qui croient ou qui veulent que l'on croie que la guerre est repartie. On voit ça ensemble avec le colonel Goya. Colonel, est beaucoup évoqué ces dernières heures un pont aérien qui serait même sans précédent pour le transfert d'équipements. Est-ce que quelque chose flotte dans l'air? Oui, bon, on le voit. Oui, il y a un pont aérien, bien sûr. Il y a des avions de transport qui font des atterrissages réguliers sur les différentes bases au Proche-Orient. Voilà, en réalité, ce trafic aérien n'a jamais cessé. Donc là, on est en train de ramener des munitions, peut-être des renforts humains. Il y a encore des déploiements humains. Je veux dire, l'unité de la 82e Airborne, elle est toujours en cours de déploiement, des Rangers, etc. Donc oui, il y a des mouvements, incontestablement, un mouvement aérien, mais finalement, c'est quelque chose d'assez normal en réalité. Alors l'autre indice depuis plusieurs jours, vous le savez mieux que moi bien sûr, c'est le Washington Post qui annonce l'arrivée prochaine de 10 000 nouveaux soldats. Oui. Ça, c'est dans la lignée de ce qui était déjà envisagé, ce n'est pas une accélération. Non, en fait, oui, alors on parle de 10 000 militaires, c'est quoi? C'est le groupe aéronaval autour du porte-avions George Bush qui arrive via le cap de Bonne-Espérance, qui remonte et qui arrive dans le secteur. Il y a également le groupe autour du porte-hélicoptère Boxer qui arrive également avec une nouvelle unité de Marines, la 11e unité expéditionnaire de Marines, la MEU. Donc ça, mais c'était des éléments qui étaient déjà dans le tuyau, dans le tube, qui étaient déjà partis. La vraie nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle unité qui est déployée. C'est ça. Il y aurait Donald Trump dit OK, je déploie encore d'autres bâtiments, d'autres unités, notamment de l'US Army. Ouais, on va dire oui, d'accord. Là, il veut peser sur sur les négociations, notamment. Il se prépare pour quelque chose d'après. En tout cas, en menaçant. Mais c'est pas le cas. Alors, l'autre image également, ce sont ces Iraniens qui déblaient les entrées et les sorties de leurs villes missiles. Ça a été perçu et peut-être même poussé par les Iraniens comme étant la preuve que les choses pourraient à nouveau s'accélérer. Et pourquoi ça vous fait sourire? Non, parce que c'est une mission normale. Moi, je suis commandant je suis iranien, gardien de la Révolution. Je commande une base de missiles. Le premier truc que je fais, dès que les bombardements s'arrêtent, je déblaye et je remets en état ma base. Donc, je veux dire, il ne faut pas forcément interpréter. Alors, évidemment, c'est logique, là aussi. De la même façon que les Américains, ils reconstituent leur stock de munitions, se remettent en place. Les Iraniens font la même chose. D'autant plus qu'il faut, là aussi, même s'il n'y a pas d'intention affichée de l'utiliser, mais au moins, on va peser sur les négociations. Image de propagande iranienne qui date d'hier, ici, juste ici. Alors après, il faut voir les dates réelles de voilà, révélées hier, tournées, on ne sait pas. On ne sait pas quand. Mais non, mais là aussi, il y a cette volonté de dire, écoutez, voilà, nous avons toujours notre arsenal de frappe, nous avons toujours nos missiles balistiques. Certes, nous avons été frappés, mais
on a encore largement de quoi faire mal, et même on a largement de quoi recommencer cette guerre qui, pour l'instant, écoutez, ce premier round, si vous voulez, cette première manche, nous, Iraniens, nous avons résisté et nous avons été capables de donner des coups, nous sommes capables de le refaire dans une deuxième manche. Merci, colonel. Alors, Georges Malbruno, on en revient à cette question. Est-ce que quand les Iraniens disent « attention, les discussions, ce n'est qu'un leurre pour nous taper, pour nous attaquer par surprise », tout ça, c'est du bluff, guerre de communication. Non, la guerre ne peut pas rebasculer en quelques heures. Si, elle peut rebasculer. Elle peut rebasculer justement parce qu'il va se passer un événement très important à Islamabad. C'est qu'on va reprendre des négociations. Quand même, J.D. Vance avec Ghalibaf, c'est quand même, enfin, ce sera la deuxième fois qu'ils se voient. C'est quand même un événement historique. Et donc, mais on n'est absolument pas sûr que ça débouche. Je vous ai donné tout à l'heure un petit peu la liste des conditions de part et d'autre. C'est aux yeux de l'Iran et aux yeux probablement de Donald Trump, c'est soldé 47 ans d'antagonisme. Dans 47 ans d'antagonisme, on avait dit lors du premier round, 21 heures, ça a été un échec. Moi, j'ai toujours dit, c'était pas un échec, on va pas régler 47 ans d'antagonisme avec 21 heures de négociation. Donc c'est normal que là, il y ait des renforts militaires. On a parlé aussi de l'arrivée de missiles SAD pour contrer ça. Ça inquiète. Mais il y a au sein des gardiens de la Révolution aussi des gens qui disent à ceux qui vont négocier, c'est-à-dire Ghalibaf et d'autres, attention, vous vous souvenez, vous êtes allé négocier 2 fois avec Witkoff et avec Jared Kushner, et en même temps, nos amis israéliens, nos ennemis israéliens et américains nous ont frappés. Donc, si vous voulez, ils n'ont pas envie de se faire avoir. Et puis, je pense qu'il y a pas de fissure au sein du régime iranien, mais il y a des divergences de vues entre un Arakchi, qui est le diplomate et qui, lui, a envie de sortir de cette phase-là, et puis les militaires qui, eux, disent « Attention, nous, on veut quelque chose de solide à la fin. On veut une garantie de non-agression. » Et donc, tant qu'on l'a pas, eh bien, on pousse. Alors, je repose également la question à Mathieu Karman, qui est en direct depuis la salle de presse de la Maison-Blanche. Merci encore une fois d'être avec nous, Mathieu, avec Julie Janus. Alors que on me fait savoir que Donald Trump est revenu dans le bureau ovale, donc il n'est pas très loin de vous, Mathieu. Alors, vous l'avez entendu, les Iraniens font planter dans l'air la petite musique du « tout ça n'est qu'un leurre ». Les Américains vont nous attaquer par surprise. Qu'en est-il depuis la Maison-Blanche ? Est-ce que il y a effectivement un air de reprise de guerre qui se prépare ? Est-ce que les signaux sont au rouge d'un point de vue diplomatique et au vert du côté militaire ? Oui, c'est tout à fait ça, Amélie, parce qu'on voit bien dans la communication de Donald Trump hier, lorsqu'il poste son message sur son réseau social Truth, il menace le régime iranien. Attention, si vous n'acceptez pas cet accord, alors nous détruirons vos centrales électriques, vos ponts, et je ferai ce qui aurait dû être fait depuis plus de 47 ans par mes prédécesseurs, c'est-à-dire détruire totalement le régime iranien. Donc on le voit, donc Donald Trump est prêt à reprendre cette guerre, mais il y a quand même un élément qui est important et qui trotte dans la tête de Donald Trump depuis plusieurs jours et plusieurs semaines maintenant. Il y a un élément important à son agenda, ce sont les midterms qui arrivent au mois de novembre prochain. On sait que Donald Trump et son camp, le camp républicain, ne sont pas donnés pour l'instant vainqueurs face aux démocrates. Et puis il y a un autre élément que Donald Trump scrute en permanence, ce sont évidemment les marchés financiers, mais aussi le coût du pétrole qui augmente ces dernières semaines. Alors oui, Donald Trump est prêt effectivement à ordonner à l'armée américaine d'intervenir du côté de l'Iran, mais d'un autre côté, on sent bien qu'il souhaite qu'un accord soit trouvé, et un accord soit trouvé très rapidement entre les Iraniens et les Américains. Et puis d'autres indices nous montrent que du côté militaire, tout est prêt. La semaine dernière, en fin de semaine dernière, on apprenait par la presse américaine que près de 10 000 soldats supplémentaires étaient envoyés par le Pentagone du côté du Moyen-Orient. Alors on le voit bien, il y a près de 60 000 soldats américains et des Marines qui sont déployés en nombre, prêts à intervenir à tout moment sur ordre du président des États-Unis. Et puis enfin, Amélie, vous venez de l'évoquer, une information assez importante à vous donner. Je viens d'aller vérifier à l'instant. Donald Trump est de retour dans le bureau ovale depuis quelques minutes, et la correspondante de CNN ici à la Maison-Blanche a vu le cortège de J.D. Vance rentrer au sein de la Maison-Blanche. Alors est-ce qu'il y a un signe qu'il y a un rendez-vous actuel entre le vice-président des États-Unis et le président Donald Trump en vue des pourparlers et des consignes que pourrait donner Donald Trump? Ça, on le verra dans les prochaines minutes. Merci beaucoup Mathieu Karman et Julie Janus. D'ailleurs, revenez vers nous si vous avez un peu plus d'éléments sur cet entretien à venir entre les deux hommes. Bien sûr, nous sommes preneurs. Rina Bassista, allez-y. Oui, je reviens à ce qui a été dit par Georges Malbruno tout à l'heure. Bien sûr, même si on va voir les deux dirigeants, J.D. Vance et M. Ghalibaf, arrivant à cet Islamabad
c'est pas des hommes qui vont négocier des détails. On n'est pas du tout dans la même démarche de 2015. D'ailleurs, il n'y avait pas la guerre à ce moment-là, où il y avait vraiment des équipes extrêmement techniques, professionnelles, qui discutaient les détails de cet accord. Là, on va tout de suite, en fait, on a sauté cette étape, si vous voulez, pour commencer avec des tentatives d'arriver à un accord pour un accord. Donc, si vraiment il y aura une percée, ça sera juste pour dire on est d'accord dans les globales sur 1, 2, 3 points. Mais on va pas du tout entrer dans les détails. Comment on va faire? Quel sera exactement le contrôle? Quels sites sont concernés, par exemple, les sites nucléaires qui sont concernés par cet accord? Et espérons qu'au moins ils pourront arriver à quelque chose comme ça généraliste pour lancer d'autres négociations, mais même si là... les choses ne font que commencer. Oui, mais si je peux me permettre, Rima, à Islamabad, les Iraniens sont venus à 70 avec des experts techniques, avec le gouverneur de la Banque centrale. Côté des experts, et donc, si vous voulez, votre remarque est juste, mais elle était partielle parce que c'est plutôt côté américain qu'on est venu un peu les bagages légers. Absolument. Guillaume. Oui, je réfléchissais à votre question. Est-ce que Trump a envie de remettre ça, quoi? C'est-à-dire de briser le cessez-le-feu et de repartir dans une phase de guerre active. Maintenant, on a un petit peu l'historique de ce qui s'est passé. On sait que c'est Netanyahou qui a convaincu Trump d'y aller en disant non seulement on va zigouiller le guide suprême, mais en plus il va y avoir très vite un soulèvement de la population. On va réussir à changer le régime. Trump a beaucoup de défauts, mais c'est pas un imbécile. Et il se rend bien compte que pour l'instant, rien de tout ça n'est arrivé. Et donc là, on lui offre une possibilité de sortir du conflit. Les Iraniens sont suffisamment intelligents pour lui donner quelque chose qui puisse montrer qu'il n'a pas perdu et qu'il s'en sorte avec les honneurs. Moi, je le vois mal refrapper. Ce qui n'empêche pas qu'il veut se mettre en position de force. Bien sûr. Pour négocier, c'est toujours mieux quand on négocie en disant attention, dans la pièce d'à côté, il y a mes copains et ils ont une batte de baseball et ils sont pas gentils. Allez-y, Claire. Oui, je pense aussi que des deux côtés, d'ailleurs, il y a une volonté de mettre fin à ce conflit. C'est Donald Trump qui a dû renier son ministre de l'énergie aujourd'hui, qui avait indiqué qu'un retour au prix de l'essence d'avant la guerre, ça n'arriverait pas avant la fin de l'année, voire 2027. Donald Trump a dit non, ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas. Mais dans les faits, la pression économique, elle existe bien, et on voit bien d'ailleurs que Donald Trump est au plus bas dans les sondages actuellement. Côté iranien, il y a aussi cette volonté. Je peux me permettre, juste Donald Trump, à l'instant même, dit qu'il est hautement improbable que le cessez-le-feu soit prolongé si les discussions n'aboutissent pas dans les prochaines heures. Donc, il y a quand même toujours cette pression. Il y a une pression, évidemment, des deux côtés. Et voilà. Les Iraniens mettent une pression pour enlever le blocus, sinon ils menacent de ne pas se rendre à Islamabad demain. On est dans un jeu classique de négociation. Oui, tout à fait. Simplement, là où ça risque peut-être d'achopper, c'est que côté Trump, on a envie de boucler ça assez rapidement. Vous savez, on a évoqué ce cadre de protocole d'accord de 3 pages, etc. Dire voilà, on a bouclé un petit peu comme il l'avait fait avec la Corée du Nord, etc. Côté iranien, encore une fois, je vous dis, on veut une garantie de non-agression avec un certain nombre, la levée des sanctions, le retour du cash, etc. Et donc, on veut rentrer dans les détails. Et c'est là peut-être que ça risque d'achopper, mais en tout cas, là, on voit bien que J.D. Vance s'apprête probablement à partir pour le Pakistan et il est passé voir Trump pour les dernières consignes, je pense. Alors, nous vous le disions, la situation, elle est extrêmement tendue toujours dans le détroit d'Ormuz. On peut peut-être parler, vous me direz ce que vous en pensez tous autour de la table, d'une guérilla maritime qui a en revanche déjà bien lieu pour détruire des mines iraniennes. Regardez ces mines iraniennes, vous allez pouvoir les visualiser. Les Américains utiliseraient ces drones-là que vous allez voir maintenant. Les Américains utilisent des drones sous-marins pour essayer de déminer. Mais attention, parce que de leur côté, les Iraniens, eux, ils utilisent leur flotte moustique pour faire trembler le détroit. Ça peut prêter à sourire sur l'expression, mais c'est pas du tout marrant quand on regarde de près, puisque c'est composé de centaines de petites embarcations extrêmement rapides. C'est une menace qui est diffuse, mais redoutée très précisément par les forces américaines. On va plus loin avec le colonel Goya. Édition spéciale colonel Goya. Un grand dossier aujourd'hui. Merci beaucoup, colonel. D'abord, arrêtons-nous sur ce premier point. La marine, elle envoie, on va dire quoi? Donc des robots pour déminer Ormuz, des drones sous-marins. De quoi parle-t-on? Alors, plus exactement, les Américains communiquent sur... Attention, non, c'est important. Oui, ils communiquent sur la manière... En fait, c'est une nouvelle manière, en réalité, de procéder à du déminage. Alors, comment on fait? On utilise des drones. Là, vous avez un premier drone qui est rattaché à un bâtiment qui lui-même, d'ailleurs, peut être guidé à distance. Les Français arrivent à faire ça. Le premier, ça, c'est un sonar. En fait, il est sur à peu près entre 30 mètres de large. Il regarde ce qu'il y a au fond. Voilà. Et s'il repère quelque chose, on va utiliser normalement un deuxième drone.
voilà, qui lui va voir de plus près ce qu'il en est, quel type de mine c'est exactement, et puis qui va peut-être guider un troisième drone qui lui sera un drone kamikaze d'une certaine façon, qui lui va porter une charge et qui va s'appliquer directement sur l'explosif. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors pourquoi je disais que c'était la communication ? Parce qu'en réalité, les Américains n'ont pas du tout anticipé qu'ils auraient à faire du déminage dans la région, et à tel point qu'ils ont même retiré tous leurs chasseurs de mines avant la guerre. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose qui n'avait pas du tout prévu. Mais pour l'instant, ils communiquent là-dessus. Ce qui n'empêche pas que le fait qu'ils puissent effectivement le faire peut-être dans les jours à venir avec les quelques moyens qu'ils ont déployés. De son côté, Téhéran, on parle de Téhéran ? Oui. De Téhéran qui démontre ses capacités de nuisance avec la flotte Moustique. Oui, on parle d'une nuée de bateaux rapides, difficiles à détecter. Les forces, elles reposeraient sur des centaines, voire des milliers de ces petites... oui, c'est-à-dire que là, Donald Trump se vante d'avoir détruit la marine iranienne. En réalité, il a détruit la fausse marine. Il a détruit la marine, les gros bâtiments, le bâtiment gris. Ça, en fait, ils ne représentent pas une menace. La véritable menace, c'est ça. C'est ça, entre autres. Hein. Il y a des drones navals aussi, il y a des batteries de tir anti-navires. Mais voilà, ce sont ces petits bâtiments qui sont souvent des bâtiments civils, d'autres ont été militarisés et qui ont la particularité d'être nombreux. Même si un certain nombre ont été détruits, ils sont très nombreux, des centaines, ils sont très rapides, ils sont armés alors c'est assez léger, mais ils peuvent ils peuvent lancer des roquettes jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres, ils peuvent lancer surtout des missiles anti-navires, petits missiles anti-navires, là aussi jusqu'à peut-être 30 kilomètres, et donc quand vous avez un essaim de navires comme ça qui arrive face à un objectif et qui lance leurs missiles, ça peut être difficile à arrêter. Voilà, maintenant, ils sont fragiles, ils peuvent pas non plus évoluer sur des centaines de kilomètres, sur très longtemps sans être repérés puis traqués par des hélicoptères d'attaque, par exemple, américains. Mais près des côtes, arrivant par surprise, lâchant leurs missiles, ça peut être excessivement dangereux. Merci beaucoup, colonel Goya. Donc, l'Iran mise sur une stratégie navale atypique, on l'a compris. Encore un aspect de la guerre asymétrique que maîtrisent à merveille les Iraniens. Ça aussi, on l'avait compris. C'est invisible, mais c'est omniprésent. Est-ce que c'est même la flotte Moustique iranienne un levier central dans le bras de fer avec Washington ? Centrale, je ne sais pas. C'est une menace. Mais c'est une menace qui est connue. Je me souviens, moi, en 2009, c'est ce que je disais, j'ai fait une page sur les bateaux suicides iraniens, donc tout ça est connu par les marines françaises, américaines, et l'Iran a recouru au détroit d'Ormuz quand même très tardivement, justement. Quand on pose la question aujourd'hui aux responsables iraniens, on dit mais pourquoi vous n'y avez pas pensé avant ? Parce que finalement, c'est le nucléaire iranien, le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz leur a permis d'avoir un impact beaucoup plus important que le nucléaire. Donc voilà, comme vous l'avez dit, colonel, c'est quelque chose qui peut faire mal, mais pour l'instant, ils n'ont pas massivement miné, et donc voilà, ça fait partie de ce calibrage de la guerre que les Iraniens, finalement, mènent assez bien depuis maintenant 47 jours. C'est une force de dissuasion, en fait. Ça veut dire, si vous approchez des côtes, ou si vous approchez du détroit d'Ormuz, qui est évidemment serré, vous rentrez dans une zone de grand danger. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que la flotte américaine est aussi loin des côtes. Et que les Américains, comme je disais tout à l'heure, n'ont pas anticipé d'avoir à s'approcher des côtes. Et ça leur pose évidemment beaucoup de problèmes. Je voudrais vous soumettre une carte maintenant, puisque l'Iran prévoit de couper potentiellement, c'est toujours les agences iraniennes qui le font savoir, parce qu'il faut faire peser la menace le plus fort possible, surtout quand on approche de la table des négociations. L'Iran prévoit de couper toutes les voies d'exportation du pétrole du Moyen-Orient. Voilà. Donc on parle de l'oléoduc de Yanbu en Arabie Saoudite, utilisé pour contourner le détroit d'Ormuz. On parle de l'installation, et pardonnez-moi si j'écorche, de Fujairah aux Émirats Arabes Unis, utilisé pour contourner cette fois le détroit d'Ormuz. Et fermeture complète, ça on en a beaucoup parlé déjà dans cette émission, du détroit de Bab el-Mandeb. Juste concrètement, ça peut se faire très rapidement. Effectivement, c'est un levier crédible du côté des Iraniens. S'ils décident de couper la majeure partie des exportations dans l'ensemble de la région, ils peuvent y arriver. C'est-à-dire, ils peuvent, comme ils l'ont fait à une reprise seulement depuis le début de la guerre, frapper l'oléoduc qu'on voit qui va d'Abqaiq, où il y a les grandes installations d'Aramco, jusqu'au port de Yanbu sur la mer Rouge, effectivement. Et là, si l'Iran frappe l'oléoduc, et si l'oléoduc est inopérant, là, effectivement, l'Arabie Saoudite, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ne peut pas exporter son pétrole. Et puis, il reste encore
il reste encore, c'est bien signalé sur votre carte, le détroit de Bab el-Mandab, qui est aux mains des alliés iraniens, des alliés yéménites de l'Iran, les fameux Houssis. Donc l'Iran a encore de la réserve. Et puis, alors il y a Fujairah, effectivement, vous en avez parlé, parce que c'est au sud du détroit d'Ormuz, et ça permet aux Émirats d'exporter sans avoir à passer le détroit d'Ormuz. Mais ça reste effectivement des cibles que l'Iran peut viser, et l'Iran, depuis le début, on y est habitué, effectivement, à l'habitude de dire, voilà, si vous faites ça, nous, on fera ça, Abqaiq, Yanbu, etc. Bon, là, on n'en est pas encore là, parce que, justement, l'Arabie Saoudite a adopté une posture, je dirais, prudente vis-à-vis de l'Iran, et surtout ne souhaite pas, justement, contrairement à ce qu'on a pu entendre il y a un mois, que ni les Américains ni les Israéliens finissent le job à Téhéran, c'est-à-dire renversent le régime, mais ça fait partie de la palette des instruments dont dispose Téhéran, si jamais on allait vers une escalade après l'échec des négociations prochaines à Islamabad. Oui, cet outil de Houthi, on a déjà vu. Cet outil, c'est un outil extrêmement puissant et qui fonctionne. Et on a vu ça après le 7 octobre, quand les Houthis ont commencé d'abord à tirer sur Israël, parce que eux aussi, ils ont des stocks et des missiles balistiques de longue portée, donc ils ont cette capacité aussi, et bien sûr tirer sur des bateaux et bloquer les Bab el-Mandeb. Et il faut dire que les premières victimes de ces actions à l'époque, c'était pas Israël tellement, mais justement l'Égypte avec son canal de Suez qui était bloqué pendant plusieurs mois avec une perte absolument phénoménale des ressources économiques, parce que c'est une partie extrêmement importante pour l'économie égyptienne. Et c'est pas par hasard que les Saoudiens et les Américains, ils ont mis énormément des efforts diplomatiques à l'époque, justement, pour calmer les choses avec les Houthis. C'est pour ça, peut-être, qu'on ne les voit pas encore en grand jeu, mais ils ont la capacité, si jamais les Iraniens décident. Claire et Guillaume Roquette. C'est ce qu'on note actuellement. Il faudrait pour cela, en fait, quand même mobiliser ce proxy, les Houthis. Et on voit que depuis ce début du conflit, ils sont quand même très mesurés. Il y a eu très peu d'attaques. En tout cas, ce détroit, ça concernerait, ce passage, ça concernerait aussi beaucoup l'Europe. Et on se souvient, vous parliez de la dernière fois où il avait été bloqué, où il y avait eu des attaques en mer Rouge. Eh bien, il y avait eu une opération menée par l'Union européenne, menée notamment par les Français, pour pouvoir libérer cette route maritime qui était essentielle pour notre commerce mondial. Guillaume ? Oui, il y a quelques instants, on parlait des Américains qui massaient de nouveaux armements dans la région. En fait, ça, c'est la réponse des Iraniens. Disant, OK, vous avez des moyens lourds. Nous, c'est peut-être plus léger, là, notre petite flotte moustique. N'empêche qu'elle peut vous faire beaucoup de mal. Taper sur le Léoduc, il fait plus de 1000 km de long, donc ça doit être impossible à surveiller probablement. Et puis, on peut demander à nos copains Houthis de bloquer la mer Rouge. Donc, c'est intéressant parce que de la même façon que il y a sur le détroit d'Ormuz, ni les Iraniens ni les Américains refusent de perdre l'avantage. Là, c'est la même chose d'un point de vue plus militaire. À mon avis, ça plaide plutôt dans la tête de Donald Trump pour arriver à une discussion, parce que d'ici à ce que les Américains aient éliminé toutes les vedettes et les Houthis, contre lesquels ils ont déjà frappé d'ailleurs au cours des années précédentes. Or, ils sont toujours là, même si effectivement ils sont calmes en ce moment. Donc, les Iraniens ont tout à fait des atouts encore dans leur manche. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il est loin d'avoir la main. Encore une fois, la grande question, c'est de se dire qu'on est à quelques heures. On est à quelques heures des retrouvailles, en tout cas de la rencontre autour de la table entre Américains et Iraniens pour discuter. Qui a la main dans le rapport de force ? Moi, j'entends que les Iraniens ont quand même pas mal d'arguments. Oui, ils ont des atouts, bien sûr. C'est le détroit d'Ormuz, ils ont pris en otage une partie de l'économie mondiale. C'est une prise d'otage à laquelle les Américains ont peut-être riposté, non pas par des représailles sur la famille, c'est la manière mafieuse, c'est-à-dire en tapant sur tout l'Iran, en ramenant l'Iran à l'âge de pierre, c'était la menace, mais finalement en faisant une autre prise d'otage, d'une certaine façon, par un contre-blocus. Non, les Iraniens, globalement, stratégiquement, militairement, fait une analyse militaire de cette guerre.
Les Iraniens ont résisté, le régime, les gardiens ont résisté, ils ont résisté politiquement, le régime s'est pas effondré, ils ont pris des coups, mais ils ont toujours la capacité de lancer des missiles, à peu près à moitié de leur arsenal, ils ont capacité de lancer des drones, donc ils ont une capacité de nuisance dans toute la région qui est quasiment presque, un peu diminuée, mais qui est encore très, très forte. Donc on l'a vu, ils ont encore des cartes en main. Bon, ils peuvent s'estimer plutôt en position de force. Alors... Nous, quand on a vu cette information, c'est-à-dire les médias iraniens qui font savoir que si ils veulent, ils peuvent frapper l'ensemble des exportations en gros de pétrole de toute la région du Moyen-Orient, on s'est dit, est-ce là la piste de la riposte iranienne suite à ce navire iranien qui a été attaqué, on vous en parlait en début d'émission, est-ce que ça va passer par là? Alors, je vous ai tous entendu, vous me dites, non, il y aura négociation, on n'est pas dans l'ère de la riposte. Mais on a quand même demandé à Siavash Ghazi, depuis Téhéran, correspondant France 24 et RFI, comment les Iraniens réagissaient à cette attaque du navire iranien. Regardez. Les gardiens de la Révolution ont promis une réaction rapide qui pourrait intervenir dans les prochaines heures. D'ores et déjà, dans la nuit, l'agence Tasnim, qui est proche des gardiens de la Révolution, a annoncé que des drones d'attaque avaient visé des navires de guerre américains dans l'océan Indien. Cette information, pour l'instant, n'a pas été confirmée ici à Téhéran, ni du côté des États-Unis. Mais on peut s'attendre à une réaction assez forte de la part de Téhéran. Téhéran n'accepte pas que le blocus soit maintenu de la part des États-Unis contre ces ports, n'accepte pas que les Américains confisquent ces navires commerciaux et n'accepte pas les nouvelles menaces du président Trump, qui a encore affirmé les États-Unis allaient détruire toutes les centrales électriques et les ponts à travers le pays. Donc l'Iran, qui estime avoir gagné la guerre, refuse de céder aux pressions américaines et jusqu'à maintenant les différents responsables iraniens et la télévision d'État ont affirmé qu'il n'était pas question d'envoyer une délégation à Islamabad pour la reprise des négociations, malgré les efforts des Pakistanais, mais aussi d'autres pays de la région. Tant que ces problèmes n'auront pas été réglés, tant que le blocus n'aura pas été levé par les États-Unis, il n'y aura pas de nouvelles discussions entre Téhéran et Washington. Alors, on remercie Siavash Ghazi, bien sûr, depuis Téhéran, correspondant France 24 et RFI. Il dit, riposte, il y aura, c'est une question d'heure, potentiellement. Oui, non, mais vous savez, c'est normal que les Iraniens disent on ripostera, etc. Je pense que il y aura peut-être une riposte, mais pour répondre à votre question, qui a la main, effectivement, comme vous l'avez dit, l'Iran a globalement bien résisté, a calibré sa réponse, a plutôt la main aujourd'hui, mais elle est quand même dans une recherche de monétisation de sa résistance. Et je pense que c'est peut-être le moment, s'ils vont aller à Islamabad. Le diplomate iranien que j'interrogeais ce matin me disait, on peut pas laisser les Pakistanais perdre la face, parce que demain, J.D. Vance sera à Islamabad, et donc les Pakistanais ont insisté, simplement aujourd'hui, les Pakistanais jouent les go-between en disant aux Iraniens, il faut que vous fassiez un geste, disant aux Américains, il faut que vous fassiez un geste, comme l'a dit Siavash Ghazi, ce geste, c'est sur la levée du blocus des ports iraniens, et les Iraniens doivent faire un geste sur le détroit d'Ormuz. Donc effectivement, on est dans cette diplomatie d'avant pression diplomatique, pression militaire, mais je crois que le régime iranien, même s'il a bien tenu, même s'il il s'est pas effondré, la notion de temps, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, elle pèse lourdement pour lui aujourd'hui, parce que si jamais la guerre se poursuit, je pense qu'elle peut se poursuivre pendant des mois, ils ont des missiles encore pour tenir pendant des mois, mais à terme, s'il y a plus de guerre, ou s'il y a tout ça s'arrête, et s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de levée des sanctions, eh bien il y aura de nouveau le scénario du 8 janvier, il y aura des centaines de milliers d'Iraniens dans la rue, et donc il faut que l'Iran, à un moment donné, s'assure une survie, et cette survie, elle vient par la rentrée de cash, dont on a parlé déjà, et par la levée des sanctions, et là, ça va faire partie des négociations demain ou après-demain. Justement, alors la vie ou la survie du régime, on en vient à ce qui est peut-être dans le fond l'information la plus importante de ces dernières heures. Deux camps s'affrontent-ils férocement au sein du régime iranien? On en vient à cette scène surréaliste qui a été rapportée par le journal américain The Economist. Et voilà ce que révèle le journal au sein de la délégation iranienne, qui s'est donc rendue il y a quelque temps à Islamabad pour le tout premier tour des discussions. Eh bien, je cite le journal américain, « Leur dispute était si féroce entre Iraniens, si féroce que les médiateurs pakistanais auraient passé autant de temps à arbitrer entre les Iraniens qu'à dialoguer avec les Américains. Quand les nerfs ont lâché,
c'est ce que l'on lit, les autres ont imposé une pause, ont dû stopper les discussions parce qu'entre Iraniens, ils étaient donc dans un dialogue féroce. Est-ce que vous avez ce type d'information, Jean-Luc Bonneau ? Est-ce qu'on se déchire au sein du régime iranien? Est-ce que, par exemple, ces dernières heures, vous avez vu la valse, les Iraniens disent on n'ira pas à Islamabad. Quelques heures plus tard, on dit ah non, il y aura une délégation. Est-ce que c'est parce qu'il y a deux têtes et deux voix en réalité? Non, il n'y a pas de tête et deux voix. Il y a un système de consensus en Iran. Ce qui ne veut pas dire qu'avant d'avoir un consensus, on se chamaille. On s'est chamaillé vendredi quand Arakchi a fait son tweet. On lève le détroit d'Ormuz. Il s'est fait rappeler à l'ordre sévèrement par les gardiens de la révolution. Mais de là le faire publiquement, de le faire devant les médiateurs pakistanais, de faire un coup de tweet. Alors je pense que dire qu'ils se sont ils sont divisés, on n'a pas l'impression, en tout cas, moi j'ai pas ces informations, et d'autres qui sont basés, ou des diplomates qui sont basés en Iran, nous disent pas qu'il y a des fissures au sein du régime. Il y a effectivement, le régime aujourd'hui est dirigé par un commandement militaire, il y a une douzaine de personnes, c'est eux qui tiennent la barre. Et il y a effectivement Arakchi, des diplomates qui sont plus ouverts aux négociations. Mais il faut bien avoir en tête que le régime iranien se gère par consensus, encore une fois. Mais avant ce consensus, on se chamaille. Il y a un ancien Premier ministre qui est en prison depuis 11 ans. Derrière la porte d'un bureau. Oui, mais attendez, la violence des tweets quand même, Arakchi avec les gardiens de la Révolution. Arakchi dit le détroit est rouvert. Je rappelle quand même l'histoire pour ceux qui nous rejoignent. Et dans la foulée, on a un message radio qui indique que le détroit est fermé et que le détroit sera rouvert sur ordre de l'Ayatollah et pas par le tweet d'un idiot. L'idiot, donc, ce serait Arakchi. Oui, sauf qu'Arakchi n'est pas gardien de la Révolution. C'est une scène de ménage à ciel ouvert. Oui, mais en Iran, il y a des scènes de ménage à ciel ouvert. Il y a des scènes je vous dis, il y a un ancien Premier ministre, Mir Hussein Mousavi, qui est en prison depuis 14 ans, et donc ça va assez loin. Mais aujourd'hui, on n'est plus comme en 2015 où vous aviez deux pôles, réformateurs et ultra-conservateurs. Toute l'équipe iranienne, aujourd'hui, elle est quasiment conservatrice, ultra-conservatrice, etc. Tout le monde est plus ou moins, tout le monde est radicaux, mais avec une différence, c'est qu'on a un système qui s'est radicalisé, mais un système aussi qui est plus ouvert à la négociation que celui de Khamenei, qui ne l'était beaucoup moins. On a quand même Khalibaf qui négocie avec Vance, qui s'est jamais vu depuis 1979. Donc c'est à la fois ça, plus radical, mais plus ouvert à la négociation. Mais justement, et comme ils sont ouverts à la négociation, on a le sentiment qu'ils sont quand même partis pour négocier. On peut aussi se poser la question, est-ce que vraiment il s'agit de justement laver à l'extérieur, comme on dit en hébreu, les linges et pas à la maison, ou est-ce que c'est une mise en scène? Parce que là aussi, on a bien vu les Iraniens, ils ouvrent, ils ferment, ils ouvrent, ils ferment. Ça aussi, c'est une façon justement à s'aimer l'incompréhension, si vous voulez, sur l'autre côté. Qui parle? Qui décide? Quelle est la position? Oui. Mais plus c'est compliqué à comprendre, ça aussi, ça joue à la fin en faveur de ceux qui savent de quoi ils parlent. On dit souvent que c'est Trump qui souffle le chaud et le froid, mais les Iraniens sont visiblement passés maîtres depuis un moment dans l'art de souffler le chaud et le froid dans ces situations. Oui, absolument. D'ailleurs, on montrait il y a quelques instants la photo des trois hommes forts laïcs dans cette étape. Et voilà, celui du milieu, c'était le président iranien, Pezeshkian. Et souvenez-vous, au début de la guerre, il avait envoyé un message en disant on est désolé, on a envoyé quelques missiles sur les États voisins, mais on n'aurait pas dû, c'est promis, on recommencera pas. Et tout de suite derrière, les gardiens de la Révolution disent mais pas du tout, ce sont les alliés des Américains, donc on tape. Et ça a été sans lendemain, cette opposition. On veut dire, ça n'a pas débouché sur, je sais pas, un coup d'État ou une mise en prison du président. Donc semble-t-il, effectivement, ça paraît un peu contre-intuitif pour nous, mais ils ont beau être assez radicaux, ces braves gens, ils discutent entre eux, quoi. Oui, beaucoup. Colonel Goya, vous qui avez commencé tout à l'heure votre indispensable en disant si j'étais dans la peau d'un gardien de la Révolution. Alors là, je vous remets dans le rôle. Ça en a beaucoup. C'est pas forcément bon. Mais écoutez, moi, j'étais en train de me dire, mais finalement, qui a résisté pendant 4 jours à la puissance militaire conjuguée américaine et israélienne dans le passé? 47 jours, vous voulez dire? 47 jours, pardon. Voilà, personne. C'est ce qu'ils se disent. C'est ce qu'ils se disent. Voilà. Et donc, il dit, ce sont des gens, alors ils ont pris plein de coups, bien sûr, mais qui disent, écoutez, on a résisté à la plus grande puissance militaire du monde pendant 47 jours, qui voulait nous détruire, plus les Israéliens, c'est pas rien non plus. Et donc, oui,
oui, on est... en fait, voilà, on est dans une position de force. Alors peut-être ça donne pas forcément envie de renouveler l'expérience, c'est sûr. Hein. Si je combats Mike Tyson et que au bout de 2 rounds ça s'arrête, je suis toujours là. Je dis ok, super, c'est le vrai vainqueur moral, c'est moi, mais j'ai pas forcément envie de recommencer. Mais on est effectivement dans une position où il y a peut-être un créneau pour eux. Pour obtenir enfin quelque chose. Oui, mais quelque chose de conséquent et de durable. Exactement. Non, mais tout à fait. Et donc oui, on a plutôt tout intérêt à négocier, et parce qu'ils savent très bien que voilà, Donald Trump aussi est pressé et veut quelque chose pour négocier quelque chose d'important, au bout du compte, monétiser effectivement, comme vous le disiez, cette victoire de la résistance, cette victoire passive. Hein. Alors je me permets de lever le doigt pour préciser que les images que vous voyez là, ça fait aussi partie de la pression actuelle. Ce sont des images qui sont diffusées par les Iraniens, par le régime, pardonnez-moi, pour montrer la population qui manifesterait aux côtés de Téhéran. Ça fait partie de cette guerre psychologique et de communication. Pierre Cambier, allez-y. Ces dissensions, on peut se poser la question, effectivement, est-ce que ce n'est pas une volonté aussi simplement aussi de communication à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du pays. Et ça, on le voit finalement dans d'autres pays, comme par exemple en Israël, quand Netanyahou peut avoir des positions bien plus mesurées, par exemple, que son ministre de la Défense, qui peut avoir des fois des positions très, très radicales pour convenir à un petit peu tout le monde. Oui, je fais comme ça avec les doigts, vous avez très peu de temps, mais on a envie de vous entendre quand même. Rina Bassiste et Georges Malbruno pour la conclusion. Oui, quelque chose de très rapide. Les Iraniens sont quand même les maîtres des négociations dans ce monde. On a vu ça fait des années. Donc, bien sûr, ils ont l'intérêt de négocier parce qu'ils savent faire de façon absolument extraordinaire. Allez-y, Georges Malbruno. Oui, mais ils savent négocier, mais là, il faut aussi qu'ils aient conscience, je pense qu'ils en aient conscience, que, encore une fois, il faut qu'ils négocient la fin de la guerre, et pour eux, la fin de la guerre, c'est la fin de l'antagonisme avec les États-Unis, et là, c'est quand même un dossier très très important, parce qu'il y a de multiples divergences, mais pour eux, c'est la guerre nous a permis de résister. On négocie, c'est la fin de la guerre, on veut un pacte de non-agression, on veut la levée des sanctions, on veut le retour du cash. Et à travers ça, on veut assurer notre survie parce que, encore une fois, comme je le dis, ça fait 29 ans que je vais là-bas, ce sont les dirigeants iraniens sont des calculateurs froids, des cyniques pragmatiques, mais ce ne sont pas des suicidaires. Et là, ils l'ont encore montré. J'espère qu'ils finiront par le montrer en trouvant une solution avec leurs ennemis américains. Merci beaucoup, Georges Malbruno, d'avoir été avec nous une nouvelle fois. Merci beaucoup à vous, Guillaume Roquette. Merci beaucoup, Claire Cambier. Merci beaucoup, Rina Bassiste. Merci infiniment, Colonel Goya. Merci à vous de nous avoir regardés. Et vous pouvez nous écouter, c'est l'instant QR code en bas de votre écran. Vous scannez, vous flashez et vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et que vous aimez.